Et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce débat consacré à la robotique et à la IoT deux invités, Luc Julia, CTO et Senior Vice President de Samsung Electronics, et Jérôme Monceau, CEO de Spoon Artificial Creatures. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour. Ensemble, nous allons parler de notre nouvelle relation aux objets à travers les interfaces sonores et vocales. Aujourd'hui, on peut parler à sa voiture, on peut parler à son téléphone, à son enceinte connectée, à son ordinateur. Demain, est-ce qu'on parlera à tous les objets? Alors comment et pourquoi faire d'ailleurs? Luc Julia. Ben oui, on va parler à beaucoup d'objets. Alors comment? Comme on se parle à nous, hein, pas tout à fait, parce qu'ils vont avoir des fonctions bien particulières. Et donc on va leur adresser des ordres, en quelque sorte. Et donc on va essayer de faire en sorte qu'ils effectuent les tâches qu'on veut qu'ils effectuent en leur indiquant ce qu'on veut et comment on veut qu'ils les fassent. Mais chacun va avoir son domaine très particulier. Donc ça ne va pas être quelque chose de générique et d'omnipotent. Ça va être vraiment parler à chacun de ces objets. Oui, pour vous, il faut en finir avec le mirage d'un certain nombre de promesses. Il faut que chacun reste à sa place. Oui, je pense que c'est clair. Bon, on nous a parlé depuis très longtemps, on nous parle de cette intelligence artificielle qui va permettre de remplacer l'humain. Ça n'existera jamais, hein, donc il faut se calmer un peu. Par contre, il va y avoir plein de petites intelligences artificielles qui vont faire chacune des choses très très bien mieux que nous en général. C'est pour ça qu'on les crée d'ailleurs ces outils. Hein. Ce sont des outils qui font les choses mieux que nous. Et donc, il va y en avoir plein autour de nous et on va leur adresser la parole. Ils vont nous répondre et puis ça va très bien se passer. Et vous, Jérôme? Je suis globalement du même avis. Effectivement, c'est bien plus facile d'utiliser la voix pour accéder notamment à des fonctions complexes. Ça remplace un clavier, ça remplace le touch de manière très, très rapide. Donc évidemment, ça va s'installer. Il suffit de regarder les enfants. Moi, les miens ont environ 10 ans et la voix, c'est la première modalité d'interaction avec la technologie. Après, nous, on aborde le sujet un peu comme Luc l'exposait, c'est-à-dire on ne cherche pas à prétendre que ces machines sont capables de tout, c'est pas vrai. Et donc on évite de leur donner une apparence humaine qui crée la confusion. Bien au contraire, on les fixe comme des nouvelles créatures, des sortes de nouvelles espèces qui ont leur spécialité. Alors il faut que vous nous racontiez ce que vous faites chez Spoon. Oui. Parce que là, vous allez un peu vite. C'est quoi Spoon? Alors Spoon, c'est une jeune société, on a 5 ans et on s'est spécialisé dans la création de créatures artificielles, on appelle ça comme ça. C'est issu du monde du film d'animation, donc on prend des personnages de films d'animation, on prend des personnages de marque et on les met en apparence de vie. C'est-à-dire qu'on leur donne une réaction quand les gens arrivent, une façon de regarder les gens, une façon de réagir avec eux sur un registre émotionnel, mais aussi sur un registre verbal. Et donc, à travers leur spécialité, à travers ce qu'elles sont préparées à amener, elles vont faire vivre une aventure aux gens qui viennent leur rendre visite dans les espaces collectifs ou les centres culturels, comme à Paris, par exemple. Avec de l'interaction. Avec de l'interaction. Et comment vous la traitez justement, vous, cette question de l'interaction? Alors, on distingue deux grands niveaux. On a bien sûr le niveau sémantique, c'est-à-dire la voix, le sens, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, l'affichage d'images qui permet d'exposer, de comprendre déjà la question qui a été posée et ensuite de restituer une réponse qui correspond à la question autant que possible. Et puis on a un deuxième niveau qui est, nous on appelle ça de la micro-interaction ou alors de l'interaction animale, où on va jouer sur des paramètres prosodiques qui va être l'évolution de la voix, la tonalité dans la voix, peut-être un ralentissement, une accélération, suivant l'état de la relation avec la personne. Ça, c'est des paramètres vocaux, mais on a également énormément de paramètres dans l'expression du visage, dans la manière de sourire, de s'incliner, se rapprocher, s'éloigner. Tout ça, c'est porteur d'un sens dans l'interaction et ça qualifie d'une certaine façon l'interaction. Vos robots, ils ont une fonction très pratique? Ou au contraire, vous n'avez pas forcément pensé ces robots d'abord en commençant à un usage très pratique, mais plutôt à des robots, des créatures d'ailleurs, oui, avec lesquelles on va vivre? Oui, alors nous on a une approche de boîte à outils, c'est-à-dire qu'on crée un logiciel et on crée des outils pour inventer des personnages. Et après, ces personnages vont être utilisés par des créateurs de produits, par des créateurs de marques qui vont s'approprier cet outil, inventer un personnage autour de leur marque et de leurs produits et inventer bien sûr son champ de compétences. Alors il faut accompagner nos clients parce que ce n'est pas évident tout de suite de comprendre justement parce qu'on tombe très vite dans « j'aimerais bien qu'ils puissent faire tout ». Donc il faut expliquer que non, il ne faut pas
prendre une représentation humaine, il faut choisir autre chose, et il faut spécialiser le personnage, ramener du fun, ramener du fantastique aussi dans tout ça, pour que ça soit au final bien équilibré et justifié. Luc, Julia, c'est une approche que vous aimez, vous, cette approche de Spoon, je crois. Ah ben, non seulement j'aime, mais j'adore. J'adore parce qu'ils ne mentent pas. Le problème que j'ai, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la voix en général, c'est que quand on a commencé à créer les assistants vocaux, et bon, je suis bien placé pour vous le dire, on a un peu menti dans le sens où on a pris une approche anthropomorphique, on a fait croire justement que peut-être ces outils pouvaient être aussi forts que nous. Et la vérité, c'est qu'ils ne sont pas. Et donc ce que j'adore dans ce que fait Spoon, c'est que le fait que ces personnages soient des cartoons, des caractères de cartoon, ça montre tout de suite que ce n'est pas un humain. Et donc on ne va pas pouvoir s'adresser à lui comme si on s'adressait à un humain. Alors on ne veut pas non plus le rendre complètement stupide et puis s'adresser comme un bébé ou comme je ne sais pas quoi. On ne va pas l'infantiliser. Mais au moins on se rend compte que ça ne va pas être tout à fait ce qu'on aurait pu avoir avec un humain. Et ça, je trouve que c'est le fait qu'on ne mente pas, je trouve que c'est très très bien. Alors, avant de se projeter encore un peu plus loin, il faut rappeler que vous avez été un des co-créateurs de Siri. Quand vous avez pensé ça, vous avez imaginé la suite déjà ou pas du tout? Oui, enfin nous on imaginait Siri, en fait on l'a pensé presque comme un personnage de Spoon, on va dire. On l'a pensé comme le petit grillon, le petit criquet pardon, qui est sur votre épaule. C'est comme ça qu'on l'a pensé, d'accord? C'est l'assistant, c'est vraiment l'assistant. Et donc, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider dans des tâches de temps en temps. Et là, en l'occurrence, la tâche, c'était interroger Internet, hein, parce que là, on est dans les années 90, hein, on est en 1997, ici, là. Et donc, on a ce petit criquet qui est là, et il va nous aider à naviguer cette immense base de données qui est Internet, qui est très, très compliquée. Et donc, on va lui poser des questions pour arriver à notre fin. Alors, on aurait pu faire un moteur de recherche. Hein. Nous, on a fait un petit criquet. Alors, c'était un criquet qui n'avait pas de visuel. Et donc, c'est pour ça que le fait qu'on lui adressait la parole avec la voix, on pouvait faire croire, et on a fait croire, en fait, que c'était peut-être un peu trop humain. Parce qu'il reconnaissait relativement bien qu'à l'époque, ça ne reconnaissait pas aussi bien que les Alexa et autres Google Home d'aujourd'hui. Mais ça reconnaissait assez pour faire croire qu'effectivement, il pouvait comprendre beaucoup plus de choses que ce qu'il comprenait vraiment. Alors, c'est cette question qui est intéressante aussi, c'est est-ce que l'objet doit être de plus en plus avec des caractéristiques humaines, et notamment dans la voix, puisqu'on est sur ce sujet aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut garder un curseur quelque part? Parce qu'on peut faire plein de choses. La recherche peut proposer plein de choses. Alors, pour moi, il y a des choses qui sont utiles dans notre interaction, comme par exemple les variations prosodiques dans la phrase, pouvoir la ponctuer, ralentir, devenir pédagogique à certains moments de la phrase, qui sont vraiment très utiles et qui permettent d'abaisser la charge cognitive lors de l'utilisation et puis de se sentir directement connecté. Ça va plus vite, quoi. On comprend mieux ce que le personnage veut dire. Pendant des années, j'ai fait des robots humanoïdes, et ces robots humanoïdes étaient confrontés à des personnes avec des voix de synthèse assez plates. On essayait de donner du relief, mais ce n'était pas encore disponible dans les technologies. Et on voit bien que les gens écoutent mal, comprennent mal ce que le robot dit. Mais dès qu'on a introduit des variations prosodiques comme des humains, et bien du coup, les niveaux d'attention et les niveaux d'intelligibilité augmentent. Après, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas chercher à être strictement comme des humains parce que ça n'a pas de sens. Et puis surtout, on va mentir et on va induire des attentes qui ne sont pas à la hauteur, enfin qui sont bien supérieures à ce qu'on est effectivement capable de faire. Donc c'est pour ça qu'il faut inventer quelque chose, il faut détourner la synthèse vocale, détourner le personnage, peut-être le caricaturer un peu, de manière à ce qu'il soit vécu comme une espèce nouvelle, qu'il faut découvrir, avec des capacités différentes, et où on installe un jeu de curiosité plutôt qu'un jeu d'attente. Je pense que c'est effectivement très, très important de considérer que ces outils sont des outils complémentaires. Et donc, c'est effectivement pas une copie de ce qu'on aurait pu avoir si on avait eu un humain pour faire les mêmes tâches, mais ça va être quelque chose qui va être certainement mieux dans la tâche en particulier, mais différent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils sont différents, il doit avoir la possibilité de s'exprimer aussi différemment.
un des problèmes du TTS, du text-to-speech, donc de la synthèse vocale, c'est effectivement cette platitude qui existe depuis des années et on essaie effectivement d'injecter de la prosodie, etc. Mais c'est compliqué parce que ce qu'on appelle le TTS fatigue arrive très rapidement, hein, c'est quelques secondes. Au bout de quelques secondes, en général, vous ne pouvez plus écouter de la synthèse vocale. Je veux dire, c'est très fatigant. D'accord ? Donc effectivement, en pouvant caricaturer, comme a dit Jérôme, ça devient plus rigolo parce qu'on peut se permettre d'amplifier de la prosodie ou des exclamations ou des je ne sais quoi qui vont faire que on se rend compte que c'est différent, mais qu'en même temps, en étant différent, c'est plus fatigant. Ce n'est pas fatigant. Est-ce qu'un objet doit parler d'ailleurs? Parce que je vais prendre 2 exemples. Vous avez d'un côté, on va prendre l'exemple de Star Wars, vous avez R2-D2 d'un côté, qui suscite, qui véhicule beaucoup d'émotions avec ces petits bruits qui ont formidablement été travaillés et qu'on a retrouvés chez Wall-E plus tard au cinéma. Puis de l'autre côté, vous avez ces 3PO qui parlent des millions de langages. Oui. Alors, parler déjà, on ne parle pas nécessairement rien qu'avec la voix, on peut parler aussi avec le visage, avec un regard, en pointant un objet. Donc c'est très multimodal et il faut aborder le problème dans cette multimodalité, ce qui rajoute une complexité notable. Et puis après, je dirais que ça dépend du personnage qu'on est en train de créer. Par exemple, on est en train de travailler avec des artistes et ces artistes, ils dessinent des lions, des animaux comme ça. Et donc on les met en apparence de vie, mais là on ne cherche pas à installer une relation verbale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être juste prendre la prosodie et appliquer cette prosodie à une synthèse animale. Donc on va concaténer des séquences de sons issues captées chez un animal et on va leur appliquer un profil prosodique de manière à ce que quand vous lui dites « bonjour », il répond « waouh » avec la même intonation, la même prosodie. Et même dans les machines, donc un grille-pain ou quoi que ce soit, on n'attend pas nécessairement une réponse verbale, mais par contre avoir une acknowledgement, avoir une réponse sonore, voisée ou non voisée à une question qui a été posée, ça peut avoir un sens. Une réponse sonore sur un grille-pain, ça vous intéresse sans forcément que ça soit verbal? Ou ça vous paraît sur un grille-pain en particulier, moi je sais que quand le pain il est prêt, en général il sort du machin et donc je sais qu'il est prêt. Donc j'ai peut-être pas besoin là de quelque chose. Par contre, d'autres objets qui doivent attirer mon attention parce que quelque chose s'est passé, ma machine à laver qui n'est pas forcément en face de moi parce que je ne reste pas devant la machine tout le temps jusqu'à ce que ce soit prêt. Le fait qu'il y ait une signature sonore qui va me dire que la machine est terminée, je pense que c'est définitivement intéressant. Crier à travers les haut-parleurs de la maison « la machine est finie », pourquoi pas. Je pense qu'il y a certains objets, ça a du sens qu'ils puissent émettre des sons et expliquer ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres, ça a beaucoup moins de sens. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes sur des objets très tech, mais il y a un gros travail artistique et sur la perception. Vous travaillez avec des dessinateurs, sur la question de la voix, j'imagine, avec des artistes qui sont dans ces domaines. C'est un élément extrêmement important. Oui, effectivement. Parce qu'on touche le design sonore. Complètement. Et en fait, quand on travaille sur une borne interactive, par exemple pour prendre une commande à un restaurant rapide ou à l'intérieur d'un véhicule, ce qu'on amène là, donc c'est un personnage, mais ce personnage, il est nécessairement l'image du service, l'image du produit dans lequel il est embarqué, mais il est aussi l'image de la marque. Donc il faut travailler avec cette marque pour essayer de comprendre comment ils ont envie de se placer. On ne mettra pas le même personnage dans un restaurant de fast-food et dans une automobile. Il y a une notion de sécurité qu'il faut ramener dans le look, dans la manière de parler, il faut être apaisé et en même temps il faut garder une dimension de fun qui rappelle tout ça, mais c'est pas la même conception. Donc après, quand on a défini ce caractère design, on va le décliner dans des textures, dans des comportements, dans de la voix, dans de la prosodie et dans du sound design qui peut accompagner tout ce personnage. Ça a été énormément travaillé à l'époque, la voix de Siri. Oui, ça a été travaillé en fait parce que l'idée c'est qu'il fallait qu'il y ait une identité donc, pour le personnage. Aussi bien, on avait par exemple, pour l'Europe c'était un garçon et pour les États-Unis c'était une fille. C'était les psychologues qui nous avaient dit ça, donc c'est ce qu'on a fait. Le fait aussi que le reconnaisseur à l'époque, tout à fait au début, n'était pas très très bon. On a travaillé sur ces interactions avec un peu des scénaristes de Hollywood en fait,
pour pouvoir faire en sorte que le personnage soit un peu rigolo et des choses comme ça. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes de Siri au départ, c'est que c'est pour ça qu'on a pu croire que Siri était plus humain que ce qu'elle était vraiment aux États-Unis. Donc, et ça donnait les films comme Her, par exemple, ce qui est une aberration, évidemment. Mais voilà. Donc, oui, on a travaillé parce que c'était que ça. La seule interface, c'était l'interface audio. Donc, il a fallu effectivement la travailler d'une manière très, très, très poussée. Dans l'étude qu'on a présentée au début de ce forum, plus de 70% des personnes interrogées trouvent que les voix ne sont pas assez variées sur ces assistants vocaux de divers appareils et qu'il faudrait des voix personnalisables. Alors, pas assez variées, oui, mais comment on fait? Et personnalisables, est-ce que c'est une vraie bonne idée ou pas? Alors moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vais vous expliquer. Pour reprendre dans le passé, quand on a designé Nao, donc c'est un robot humanoïde, on lui a mis une voix, on a choisi que c'était sa voix, et puis après on a offert toute une variété de voix à nos utilisateurs. Mais en fait, c'est un personnage, donc du coup les gens s'attachent à lui dans tout ce qu'il est, y compris dans sa voix. Et donc, quand vous changez sa voix d'un seul coup, vous ne reconnaissez plus votre personnage, vous êtes perturbé. Et même si au début cette voix vous paraît un peu bizarre, au bout d'un certain temps, vous êtes complètement habitué. La première fois où je l'ai entendu parler chinois, pour moi, c'était pas possible, c'était pas notre robot. Et pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, quand on crée un personnage d'animation, par exemple Bob l'éponge, voilà, si d'un coup vous lui changez sa voix, bah, c'est plus Bob l'éponge, même si elle est un peu bizarre, c'est plus ça. Donc du coup, on prend ce personnage dans son ensemble et je pense que les gens, si c'est bien réalisé, n'auront pas envie de changer cette voix. Et sur le caractère pas assez varié, c'est quelque chose que vous observez et que vous reprochez vous-même aux différents assistants vocaux que vous pouvez utiliser de différentes... Moi, je ne veux surtout pas avoir à changer les voix, parce que vous imaginez déjà, chez moi, j'ai à peu près 200 objets connectés, d'accord? Si chacun... Je pouvais aller personnaliser les voix, déjà j'y passerais des années, hein, donc je ne veux surtout pas. Mais surtout, une fois que j'ai commencé à comprendre qui parle comment, je parlais de ma machine à laver tout à l'heure qui allait me dire quelque chose à un moment donné, je vais reconnaître ma machine à laver. Si quelqu'un s'amusait dans la maison maintenant à changer la voix de la machine à laver et qu'elle se met à parler comme le frigo, je suis paumé, d'accord? Donc il faut faire très attention. Une fois qu'il y a une identité qui est définie, et que ce ne soit pas moi qui la définisse, c'est OK. On ne choisit pas la voix de nos partenaires. Je veux dire, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et moi, je trouve ça très, très bien. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure à propos de Siri, qui était une voix féminine pour les États-Unis, une voix masculine pour l'Europe, c'est un choix qui est fait au départ, qui est fait, comme j'ai dit, par des psychologues à ce moment-là, d'accord? Et puis, bon, c'est ce qu'on a fait, mais on n'a pas vraiment donné un éventail de voix après disponibles. Il y avait un peu de choses que vous pouviez changer en fonction de la qualité de la voix, parce qu'à l'époque, les qualités étaient vraiment mauvaises, mais aujourd'hui, avec des voix de synthèse qui sont quand même très bonnes, je veux dire, ça n'a plus beaucoup d'intérêt de proposer des voix auxquelles on va être plus ou moins sensible. Alors, on a parlé des voix des objets, et à l'inverse, ça va aller jusqu'où l'amélioration, la progression, parce que ça progresse tous les jours, mais la progression de la reconnaissance vocale? C'est pas tellement la reconnaissance vocale aujourd'hui n'est pas trop mauvaise. Quand on parle juste d'aller du son au mot, le problème c'est d'aller des mots au sens. Donc ce qui est plus compliqué c'est le langage naturel parce qu'il y a des ambiguïtés, parce qu'il y a plein d'autres choses. Donc la reconnaissance du signal, c'est plus comme ça même qu'on fait. Avant on faisait du signal, maintenant c'est même plus comme ça qu'on fait. Mais cette partie-là est plus ou moins, enfin est même meilleure que nous, d'accord, avec nos problèmes auditifs, etc. Donc là il n'y a plus de problème. Le problème c'est vraiment le sens. Nous on est des bêtes de langage naturel. C'est-à-dire qu'en fonction de... tu parlais tout à l'heure de la multimodalité, le fait qu'on fasse, quand on s'exprime, moi, vous voyez, je bouge les mains tout le temps, ça fait partie du langage. Et ça va permettre de désambiguer certaines choses. Ce qui, pour une machine, est très, très, très compliqué à faire. Alors pour moduler un tout petit peu la réponse, c'est vrai que la reconnaissance vocale a des très, très bonnes performances pour la traduction en mots. Mais il manque tout un tas d'outils autour de cette reconnaissance vocale. Je pense en particulier à l'extraction de prosodie qui peut changer énormément le sens, la manière dont on dit stop. Par exemple, si je dis stop, ça ne veut pas dire la même chose. Et
Et donc pouvoir le prendre en compte d'un point de vue sémantique, ça serait quand même déjà une bonne progression. Puis ensuite, la synthèse vocale, elle va rarement toute seule. Elle va également avec, la reconnaissance va rarement toute seule, elle va souvent avec de la synthèse vocale. Et la manière dont ce qu'on appelle le turn taking, les tours de rôle se prennent, est-ce qu'on est capable de faire de la reconnaissance pendant qu'il y a de la synthèse, est-ce qu'on peut interrompre la synthèse pour commencer de la reconnaissance ou pour écouter ce que l'utilisateur est en train de dire parce qu'il a besoin de couper ou quelque chose. Ça, c'est des choses qui sont encore globalement mal réglées. Et donc, nous, on passe beaucoup d'efforts, de temps à travailler sur l'extraction de prosodie, la reconnaissance d'objets sonores, la compréhension de la scène sonore, et puis l'interaction avec l'ensemble des actuateurs et percepteurs environnants. Ce qu'il faut bien réaliser aujourd'hui, c'est que vous vous rendez bien compte qu'avec tous les assistants qui sont autour de nous aujourd'hui, et les meilleurs qui puissent être, vous n'avez jamais aujourd'hui une conversation philosophique avec ces gens-là. D'accord ? Il faut être très clair. On est aujourd'hui toujours sur quelque chose qui s'apparente à du command and control. Donc, on donne des choses très très simples et puis ils exécutent. Mais effectivement, toute la partie de compréhension, on est encore très 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 loin. Et alors, à quel horizon, si on se projette, ils vont commencer à nous comprendre et peut-être à moduler la réponse à une commande en fonction de notre humeur, qui l'aura perçu par notre voix. Ce sont des choses qui vont arriver, qui arrivent déjà. Oui, ça arrive déjà. C'est-à-dire qu'on peut très bien, pour des choses très particulières, encore une fois, ça dépend de l'éventail auquel vous voulez vous attaquer. Si vous attaquez à quelque chose dans des cas très très particuliers, vous allez pouvoir faire des choses absolument extraordinaires qui ont l'air d'être vraiment, de comprendre beaucoup plus que ce que ça comprend vraiment. D'accord ? Donc si vous faites ça, c'est bon. Si vous voulez faire en sorte que ça reconnaisse tout, n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, là, ma réponse à votre question, c'est jamais. Jérôme ? Oui, j'ai essayé de chercher un autre angle pour attaquer la question. Je dirais que ça dépend des financements qui vont être faits dans des sociétés comme la nôtre. C'est une façon d'appeler en même temps. Mais ce que j'avais remarqué avec Nao et Pepper, donc toujours les robots humanoïdes, c'est à partir du moment où il y a une forme de mobilisation autour d'une technologie, que là, il y a des fonds qui sont injectés et il y a une véritable accélération qui se crée. Donc c'est ce qui s'est passé avec SoftBank en particulier, mais si Google se saisit d'un sujet en particulier ou d'autres grandes sociétés et qui vraiment animent cet écosystème, eh bien, du coup, on ira beaucoup plus vite sur les multimodalités, le caractère prosodique de l'interaction, et donc vraiment commencer à s'occuper de ça de manière très précise. Et si je dois donner un horizon temporel, je pense que sur des fonctions quand même... c'est dangereux de faire ça. Sur des fonctions quand même relativement resserrées. Et pour peu qu'on soit capable d'apprendre des utilisateurs, parce que ça, je pense que c'est aussi une composante très, très importante, je pense que dans une dizaine d'années, on devrait voir des choses un peu spectaculaires. Vous ne vous lancerez pas sur... Moi, je ne sais pas. Si vous voulez, on a vu déjà des choses spectaculaires. Dans le sens où, il y a 2 ans, Google nous a fait une démo d'un appareil qui pouvait prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et tout le monde a fait « Ah !» Mais maintenant, il faut un tout petit peu réfléchir. On se dit combien il y a de mots qui sont utilisés et combien il y a de phrases et de façons de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Donc une fois qu'on a réfléchi à ça et qu'on s'est aperçu que peut-être qu'il y en a une dizaine, on se calme un peu sur la capacité de ces systèmes. Donc encore une fois, un système qui va ressembler, qui va pouvoir faire quelque chose que nous, humains, nous pouvons faire avec notre cerveau, encore une fois, moi je dirais jamais. Je suis d'accord avec ça. Bon, une dernière question quand même. Ces petits robots, ils arrivent quand chez nous ? Alors il y en a déjà, à Paris il y en a déjà. Alors on a pas mal de... Mais je veux dire chez moi ? Ah non, parce que nous on vise les espaces collectifs. On parie sur le fait, les assistants personnels, de la technologie personnelle, on en a déjà tous beaucoup. Et moi, je crois que le monde évolue vers une dimension collective. En tout cas, ça m'intéresse de contribuer à ça. Et donc, ces intelligences artificielles, ces robots, ce qu'on souhaite faire, c'est les installer dans les espaces collectifs. La rue, les espaces culturels, les musées, les entreprises, les galeries marchandes, évidemment, et un certain nombre d'autres lieux comme ça. Et il a un super assistant unique et avec une seule voix qui pourrait résoudre les problèmes des 200 objets connectés de Luc Julia. C'est pour quand ? Encore une fois, j'espère, moi, jamais, en fait, aussi, parce que je veux pas qu'il y ait aussi, pour les questions de vie privée, peut-être aussi, qu'une seule personne connaisse absolument toutes
les différentes parties de ma vie et les différentes parties de toutes les choses que je fais avec tous ces différents petits objets. Donc je suis content qu'il y en ait plusieurs et que je puisse m'adresser à eux de manière différente. Quand je disais tout à l'heure jamais, jamais, je parle de jamais de l'omnipotence, d'accord? Mais par contre, il y a encore beaucoup de travail et il va y avoir des choses qui vont évoluer beaucoup dans les années qui viennent en reconnaissance et en compréhension pour chacun de ces domaines différents. Et là, ça va être toujours très intéressant. Merci Luc Julia, CTO et senior vice-présidente de Samsung Electronics, et Jérôme Monceau, CEO de Spoon Artificial Creatures.